Voilà, on va pouvoir démarrer notre atelier. J'invite peut-être les bavards et les bavardes, notamment le secrétaire général du réseau, à s'installer au bon endroit. Pour notre atelier, alors on a 4 intervenants qui vont entrer à la fois dans le détail, mais aussi être peut-être clairs et limpides pour que chacun suive les tenants et aboutissants. On va commencer cet atelier autour de loger dans l'urgence avec l'intervention de Gilles Ducassé. Alors c'est intéressant de vous avoir avec nous ce matin, Monsieur Ducassé, parce que vous n'êtes pas un professionnel à proprement parler ni du foncier, ni du logement directement, mais quand même en partie. Le temps de rappeler que vous êtes directeur général de l'association Saint-Benoît-Labre, qui est une association alors, importante et historique, j'allais dire, en Loire-Atlantique, de lutte contre l'exclusion, pour le dire vite, hein, et qui a un volet notamment autour du logement. Alors peut-être un petit mot sur votre volet logement, combien de logements et pour quel public? Donc, bonjour, merci pour l'invitation déjà. C'est une vieille institution nantaise créée il y a 70 ans qui héberge ou loge 2000 personnes tous les jours. Et pour ça, on a 600 logements, soit dont on est propriétaire, dont on est locataire, ou on nous met à disposition gratuitement. Voilà, si on résume. Et il y a une partie de ces logements, 10%, hein, j'avais noté, qui est concernée par des mises à disposition par des promoteurs immobiliers. Vous nous expliquez comment ça marche? Oui, on intervient, j'aurais dû dire, principalement agglomération nantaise, un peu le Vignoble, un tout petit peu Châteaubriand et un tout petit peu Saint-Nazaire, mais c'est vraiment l'agglomération nantaise sur laquelle on est le plus important. Autant dire secteur très tendu. C'est la problématique secteur très tendu, donc on essaye de trouver toutes les solutions. Au départ, l'association s'occupe plutôt de personnes à la rue, et après on s'est développé sur les questions d'asile, sur les questions de santé, sur les questions de protection de l'enfance. Donc en fait, on a vu une augmentation. Alors c'est plutôt une bonne chose, hein, c'est qu'il y a de plus en plus de dispositifs pour s'occuper des personnes en difficulté. Mais dans un endroit comme à la métropole nantaise où il n'y a pas de logement, c'est une casse-tête de trouver des solutions. Donc au départ, on avait quasiment tout notre parc qui était un parc public. Voilà. Et il a fallu trouver des solutions en tant que telles. Donc, deux solutions, on est allé carrément aussi voir des bailleurs privés. Donc, on a, je dirais, déjà un quart du parc, c'est des personnes qui nous louent leur logement à l'association et après on les met à disposition des gens. Et l'autre partie, c'est on a essayé de développer des partenariats, tout niveau, collectivité locale, évêché, promoteurs immobiliers, et souvent qui nous mettent à disposition des biens temporaires. Voilà, et c'est là où c'est intéressant. C'est typiquement, on avait une intervenante tout à l'heure de Sogimo, où voilà, on a travaillé depuis une quinzaine d'années avec 2-3 promoteurs immobiliers locaux. Voilà, parce que ça fait aussi partie des choses qui, en gros, achètent une maison, achètent une maison à côté, et après va faire une opération immobilière dans ce chose-là. On a un petit peu discuté, vous habitez une ville vers tout, où typiquement il peut y avoir ce type d'opération, et pendant les 1, 2, 3, 5 ans de l'opération immobilière, la structure met à disposition tarifs gratuits, moyennement cher, le bien à l'association, et nous derrière on peut y mettre des personnes en difficulté. Donc à la fin, tout le monde est gagnant. On fait aussi la même chose avec l'évêché qui de plus en plus nous met aussi à disposition des biens, à chaque fois de manière temporaire. On a une visibilité de ça, ce qui permet de savoir qu'on l'a pour 1 à 5 ans. Voilà. La petite difficulté est que derrière, ça nécessite un service technique important qui fait que tous les ans, 2 ans, 3 ans, on déménage totalement toute la maison pour la mettre dans une autre maison. Et en gros, voilà, on doit avoir une cinquantaine de logements qui sont de ce type-là à mise à disposition. Alors, parmi les avantages en direction des populations, des publics que vous accompagnez, ce sont des logements qui sont souvent bien placés, parfois même un peu confortables, c'est ça? C'est un peu l'avantage inconvénient du dispositif qui est que c'est souvent de très belles maisons et c'est des biens
plutôt très intéressant. Et donc derrière, on doit aussi travailler sur le fait que quand il y aura un relogement classique, ça ne sera pas dans ce même type de bien que les gens vont être mis. Après, très souvent, je vous rassure, je prends juste, là on a ouvert une nouvelle maison la semaine dernière à Vertou. On fait souvent de la colocation dans ce type de bien. C'est-à-dire que c'est ça qui est aussi intéressant. Là, c'est une maison qui a de mémoire, c'est 200 mètres carrés, 6 chambres, et on y met 4 femmes avec un enfant chacune dans ce type de bien. Et ce qui est plutôt intéressant, en plus, c'est des femmes sortant de maternité du CHU qui n'avaient pas de solution d'hébergement. Et donc, elles vont en direct de la maternité dans la maison. Et en plus, c'est un bien collectif. Donc, il y a un jardin. Ça va être 1000 mètres carrés de jardin derrière. Joli, un petit. Voilà. Donc, c'est des biens plutôt sympas. Et souvent, en plus, c'est un autre avantage pour nous. Ce sont des biens souvent voués à la destruction. Voilà. Et donc, on a moins d'efforts à faire que si on doit rendre le bien en tant que tel. L'étape d'état des lieux se fait un peu plus rapidement en sortie. De sortie, oui. Voilà. Alors, quel est l'avantage côté promoteur? Pourquoi ils jouent le jeu avec vous? Je pense que tout le monde est gagnant. Ça évite les squats. Ça a un intérêt aussi pour eux dans les relations qu'ils peuvent avoir avec la collectivité locale. Des fois, c'est demandé. Voilà, c'est aussi des souhaits des collectivités qu'on nous met à disposition. J'ai oublié, bien entendu, excusez-moi si Nantes Métropole est présent dans la salle, il y a aussi une grosse action par la métropole qui fait exactement la même chose. Donc la métropole, de plus en plus, demande aux promoteurs immobiliers de faire ça. Voilà. Ouais. Et donc, des fois, nous, on a des partenaires en direct, mais on a aussi des biens qui sont via le service logement de Nantes Métropole, avec qui on a de très bons rapports, qui nous mettent aussi à disposition ce type de biens par d'autres promoteurs. Donc, grosso modo, c'est une volonté aussi de la collectivité locale d'agir de cette manière-là en tant que telle. Donc, c'est utile, pas trop cher. Est-ce que c'est bien encadré juridiquement? Oui, on a des conventions spécifiques en la matière avec des durées, des choses de ce type-là. Mais on peut faire aussi la même chose avec des villes. Hein. Donc, je prends juste l'exemple. Hein. On a des villes qui nous mettent aussi à disposition des logements. Alors, c'est ancestral pour des logements d'urgence, mais de plus en plus aussi sur des opérations immobilières foncières. Je prends juste l'exemple, on en parlera avec le voisin, mais la ville du Lorot-Botero nous a mis à disposition des logements pour, de mémoire, c'est 5 ans, en attendant de faire une opération immobilière plus tard. Voilà. Donc ça fait aussi partie des choses. Et pareil, je vous le disais, les évêchés peuvent faire ça ou des choses autour de l'évêché. Donc c'est plutôt intéressant en tant que tel. Voilà. On peut aussi faire 2 autres types d'opérations. Et c'est ce qu'on a fait avec Podelia. C'est que des biens soient transformés par des bailleurs sociaux et après soient mis à disposition avec financement, convention, loyer. Et donc on a fait une opération ensemble au Lorot-Botero où en fait c'est l'ancienne EHPAD de l'hôpital du Loroux qui a été réhabilité par Podelia et mise à disposition maintenant de l'association. Là, on est dans le vignoble. Je resitue un Là, petit on est peu. dans le vignoble. Excusez-moi, je parle comme Nantais. si tout le monde connaissait le Lorot-Botero. Voilà. Et la chance aussi de l'association, mais on le fait peu, mais ça risque d'être un axe de développement, c'est qu'on a la chance d'être un opérateur possible de la maîtrise d'œuvre d'insertion. Donc on est habilité aussi à faire des opérations. Donc on en fait grosso modo une par an, où en fait nous on rachète une maison et souvent on la transforme en appartement. Donc on a fait ça à la Foissière. Une maison, on la transforme en 3 appartements. On est en train de le faire à Haute-Goulaine, pareil, une maison qu'on transforme en 3 appartements. Autant de Voilà. communes du vignoble, je resitue. Excusez-moi, c'est pour dire qu'on n'est pas forcément au cœur de la métropole non. sur ces exemples. C'est plus, en toute sincérité, c'est beaucoup plus facile de faire des opérations sur le vignoble. C'est des petites opérations à chaque fois. À chaque fois, c'est des biens dans lesquels on était locataire, pour repréciser. À chaque fois, on est souvent, comme on a 600 logements, on est locataire de biens et souvent le propriétaire nous le propose, comme la loi le prévoit. Et donc, dans ces cas-là, après, on fait les opérations financières avec les financeurs PLAI, compagnie, tous les montages financiers possibles, imaginables en la matière. Après, c'est pas notre métier, donc voilà, on le fait à parcimonie quand c'est possible en tant que tel.
Merci pour votre éclairage, Gilles Ducassé. On poursuit avec l'EPF de la Vendée. Alors, je crois que vous êtes venu avec un diaporama avec Thomas Welch. Alors, vous voulez peut-être le piloter directement ou ouais, en cas de besoin. Voilà. Donc, vous êtes le directeur de l'EPF de Vendée. C'est bien parce qu'on voyage un petit peu aujourd'hui. Non, ça va. Alors oui, vu d'ici, c'est pas très loin. Vous allez nous parler un peu de logement temporaire, je crois. Dans le cadre de cette table ronde, pour peut-être illustrer l'action que nous, on peut avoir en tant qu'établissement public foncier, et que d'ailleurs les collègues qui sont dans la salle ont aussi de leur côté. Nous, par rapport à l'intervention qui vient d'avoir lieu, c'est qu'on intervient effectivement un peu plus en amont pour fournir justement un certain nombre de fonciers sur lesquels on est en capacité de proposer du logement temporaire. Alors pourquoi en Vendée en particulier? C'est vrai que nous, sur notre territoire, c'est pas que propre évidemment à notre territoire, mais on est aussi un territoire qui est relativement tendu par deux aspects. D'une part, effectivement, le logement de salariés. Il y a beaucoup d'entreprises sur le nord du territoire vendéen, c'est un des territoires où il y a le moins de chômage en France. On est dans les 2-3%, donc il y a une vraie tension sur justement de la part des entreprises pour accueillir des salariés. Ça, c'est le premier point. Et puis d'autre part, on a évidemment toute la façade littorale pour laquelle il y a aussi du besoin de logement, alors qu'il y a de nature différente, puisque là, c'est plutôt des saisonniers dont on a besoin. Et d'ailleurs, pour ceux qui lisent régulièrement la presse, cet été, on n'a pas eu 1 ou 2 semaines sans qu'il y ait un article dans Ouest France en particulier sur le problème de recrutement et justement la problématique du logement sur le territoire. Et donc, c'est vrai que du coup, nous, on a une opportunité avec du fait de notre métier, qui consiste à porter des fonciers sur des durées qui sont variables, entre 3 et 10 ans, dans le but effectivement de faire après des opérations de logement. On a la capacité d'essayer de mobiliser ces fonciers pour essayer de répondre temporairement et parfois ça, on va le voir, mais ça peut avoir des impacts qui sont relativement importants localement pour justement répondre à cette crise du logement. C'est-à-dire qu'on intervient plutôt à moyen terme, c'est dans effectivement les opérations, on les porte et ça met 10 ans pour construire les logements nécessaires, mais dans l'intervalle on est capable d'avoir une logique un peu intercalaire qui permet justement cela. Et donc, c'est vrai que du coup, on a un certain nombre d'opérations qui peuvent effectivement permettre à titre temporaire, et je vais justement en montrer une à ce sujet, mais qui peuvent permettre de répondre à ces problématiques. Et donc typiquement, l'exemple que je souhaitais vous montrer, c'est une convention récente, là, qu'on a, l'une des plus grosses conventions d'ailleurs de l'établissement, puisqu'elle est aux alentours de 10 millions d'euros, mais qu'on a à Bretignolles-sur-Mer. Alors Bretignolles-sur-Mer, c'est entre les Sables-d'Olonne et Noirmoutier, en gros. Et donc là, on a tout un projet de réaménagement d'une zone qui est à proximité du littoral. On la voit peut-être mieux ici, toute la zone. Donc il y a une logique qui fait écho à d'autres problématiques qui ont été évoquées, mais évidemment de recyclage urbain et puis de lutte contre le recul du trait de côte. Néanmoins, du coup, on a été amené récemment, puisque c'était cette année, à acquérir un hôtel que l'on voit là en jaune, qui du coup était en cessation d'activité depuis 2-3 ans, et qu'évidemment on acquiert dans le but de le démolir pour qu'ensuite effectivement il y ait une opération de réaménagement du littoral. Le fait est qu'avec cet hôtel, on a eu l'opportunité, il était relativement en bon état, justement de s'en servir pour loger des saisonniers. Donc on a pu cette année en loger une dizaine, et on va le faire pendant 2 ou 3 ans encore. Et donc c'est vrai que du coup sur le territoire, tout de suite 10 saisonniers qui sont logés. Donc les logements étaient occupés, vous en voyez quelques exemples là notamment. Ça permet tout de suite de répondre aussi à une problématique très locale. Alors on avait la chance que c'était un hôtel qui était de bonne qualité, c'était un hôtel aussi qui avait encore un certain nombre de meubles, puisque souvent quand on acquiert, on rachète avec ce qu'il y a à l'intérieur, donc il y a les meubles, mais il y a aussi les cuisines, il y a un certain nombre de choses. Il y a même l'affiche du Vendée Globe, on voit. Et il y a même, voilà, évidemment, parce que pour ceux qui en doutaient, on est bien en Vendée. Voilà, et donc c'est vrai que
que du coup, après, on est quand même dans le cadre de notre métier, c'est-à-dire qu'en tant que PF, on est de plus en plus amené, et ça a été évoqué aussi avec les questions des rénovations tout à l'heure, mais on n'est pas là que pour avoir des fonciers clés en main et ensuite faire du logement, on est là aussi pour gérer dans la durée et valoriser ces biens dans la durée. Et ça, c'est un mode de valorisation qui est triplement important pour nous. Le premier, ça a été évoqué, mais il y a quand même une question de sécurisation des biens le temps qu'on les porte pour éviter qu'ils soient squattés, etc. Et typiquement, ça, c'est le genre de bien qui peut facilement être squatté. Il y a également une question quand même économique, c'est-à-dire que le temps que évidemment on le loue, de fait ça contribue un petit peu, alors c'est marginal, mais c'est quand même important à l'équilibre économique des opérations parce que c'est tout de suite quelques milliers d'euros. Et puis il y a évidemment la dynamique du territoire. Et c'est vrai que évidemment, nous, on est quand même complètement dans notre métier. On parlait des rénovations tout à l'heure. On a dû faire des rénovations, notamment pour tout ce qui était électricité. On est intervenu pour justement faire les travaux nécessaires pour les remettre en location. Voilà, donc ça, c'est typiquement le type d'intervention qu'on peut être amené à avoir. Mais c'est vrai que le constat qu'on fait, c'est qu'on pourrait quand même nettement aller plus loin, parce qu'on a quand même beaucoup de fonciers qu'on porte. Et on en a finalement relativement peu qui se sont mobilisés. C'est une dizaine en Vendée. Au-delà de cette opération, il y a une dizaine de locations qu'on a. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'entourer d'opérateurs qui sont en capacité d'occuper ces terrains plus longtemps. Là, on est dans des biens construits, mais on pourrait imaginer, on a quand même beaucoup de fonciers qui sont des friches qu'on vient de démolir, dépolluer, et puis le projet ne se fait pas tout de suite parce qu'il y a quand même des équilibres économiques qui sont un peu compliqués. On pourrait imaginer mettre des tiny houses, mettre ce genre de choses. Et en fait, aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas encore complètement les opérateurs pour le faire. Enfin, en tout cas, on est à la recherche d'opérateurs, donc je lance un appel aussi à la... Là, pour ce type de démarche, vous êtes en lien étroit avec la commune de Bretignolles-sur-Mer. Oui, tout à fait. C'est évidemment toujours une approche qui est partagée avec la commune, tout simplement parce que nous, on a effectivement une personne qui est en charge de la gestion des biens, mais on n'est pas en capacité de gérer l'ensemble des biens du territoire qu'on a. Peut-être pour donner quelques chiffres, on couvre en convention la moitié des communes de Vendée, donc c'est 150 à peu près. Sur nos fonciers, on produit à peu près 10% des logements en Vendée, 30% des logements sociaux, donc c'est par an. Je veux dire, on est en chiffre annuel, donc c'est 400 à 500 logements par an. Donc c'est quand même très important. Donc effectivement, on doit intervenir avec les communes, et c'est bien sûr elles qui nous, enfin c'est avec leur accord évidemment qu'on fait ça, et puis c'est ensuite elles qui sont en charge de la gestion avec, et c'est ça qui est très important aussi, les employeurs qui eux ont besoin de loger des saisonniers, donc qui vont venir mobiliser les biens en question. Autre exemple, en préparant cet atelier, vous m'avez dit pour une apprentie boulangère, par exemple, dans une autre commune, Némy. Alors là, il faut connaître. Alors, là, Némy, oui, il faut connaître. On est juste au-dessus de La Roche-sur-Yon. Effectivement, on a un bien là qu'on a acquis dans le but de faire une opération aussi là, de centre-bourg d'ensemble. Et donc là, on va le porter, je pense, 5-6 ans. Et donc, ce logement, du coup, on l'a mis en location il y a déjà 2 ans maintenant pour l'apprentie du boulanger. Elle-même, elle s'en va et il y en a un autre qui va potentiellement prendre sa place. Là où on est en difficulté aujourd'hui, c'est que précisément, ça a été un petit peu évoqué, mais il y a des évolutions réglementaires qui sont en cours, et notamment sur les questions de décence des logements, etc. Et souvent, il faut quand même le dire, quand on acquiert ce type de biens, c'est souvent quand même des logements qui sont un peu énergivores, qui sont... voilà, c'est une solution qui est quand même temporaire, je vais insister là-dessus, c'est-à-dire que c'est quand même pas non plus des conditions de logement qui sont idéales pour les occupants, donc c'est effectivement un appoint qui est important quand on en manque, mais du coup, là, on est pour le coup sur une passoire thermique, et donc on va être amené à conduire des travaux de rénovation énergétique. Gardez bien le micro, monsieur. On va être amené à conduire des travaux de rénovation énergétique un petit peu pour justement pouvoir maintenir le bien en location le temps de le démolir. Autant l'été pour les saisonniers, ça va, mais pour la boulangère, à l'année, c'est un enjeu différent. Tout à fait. Et l'été, j'insiste aussi là-dessus, c'est que là, justement, notre projet à Bretignolles, on va le louer finalement jusqu'à fin octobre. En réalité, là aussi, l'intérêt, c'est que les périodes justement touristiques, elles s'étendent. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est un usage qui n'est pas juste pour les 2 mois d'été, qui est pour 4-5 mois. Mais comme il fait toujours beau en Vendée, oui. Tout ira bien. Merci beaucoup. On va rebondir avec vous, Camille Picard, donc de la Banque des Territoires. Vous allez peut-être pouvoir prendre un micro également. Je positionne le diaporama et je crois que vous ferez le reste. Vous venez nous parler des toits temporaires urbains, qui est une démarche portée. Le micro bleu va s'ouvrir dans un instant. Bon, la transition est toute trouvée avec la présentation précédente, puisque la question est posée de savoir si on peut avoir des solutions
pour des terrains nus. Et c'est exactement là-dessus qu'on a souhaité travailler avec l'ensemble des partenaires qui sont rappelés ici. Donc je représente tout ce collectif qui réunit SNCF Immobilier, qui est aussi un gros propriétaire foncier, vous le savez. Le département de la Seine-Saint-Denis, qui lui a une compétence vis-à-vis des publics qui ont été évoqués tout à l'heure par monsieur, femmes isolées, sorties de maternité et jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Également la DRIL qui nous soutient. Les villes de Montreuil, l'association Aurore qui est également sur les mêmes métiers que vous, et Plateau Urbain qui est une coopérative qui intervient sur des fonciers vacants temporairement. En fait, la question qu'on s'est effectivement posée, c'est comment sécuriser, comment rendre beaucoup plus désirable pour un élu l'idée de pouvoir occuper temporairement des fonciers vacants. Et en fait, le sujet, c'est que le frein, il vient souvent de l'élu ou du riverain qui s'interroge sur le fait de savoir si le temporaire ne va pas être du durable, du définitif, et si finalement de ces constructions, vous avez évoqué des tiny house, etc., est-ce qu'on ne va pas se les garder au-delà de la durée de 7 ans qui vous intéresse en tant qu'EPF, ou encore au-delà pour des projets d'aménagement à venir. Et donc, on a eu l'intuition qu'il fallait miser sur la qualité de ces constructions pour parvenir à convaincre les élus et aussi pour accueillir dignement les publics dont on parle. Alors, bien sûr, on parle des publics d'urgence, d'hébergement, on parle des travailleurs clés, comme les travailleurs saisonniers, les travailleurs des gros chantiers qui, en Ile-de-France, ont souvent du mal à se loger. Et puis, toute forme d'autres besoins auxquels il pourrait être répondu, auxquels il pourrait être satisfait temporairement. L'idée de toit temporaire urbain, c'est de définir un projet d'occupation collective, donc on n'est pas sur de l'individuel, avec une forme d'hébergement, de logement ou d'activité, et une forme aussi de programme ouvert au public. Le principe, c'est de se dire que pour y parvenir, une des solutions, c'est d'avoir des bâtiments vraiment mobiles. C'est que ce gage de qualité, c'est la qualité de ce logement ou de cet hébergement à un instant T, mais c'est aussi la certitude qu'on est capable de se déplacer et de réemployer ces constructions. Parce qu'en fait, là où le bas blesse, c'est souvent sur le prix de revient, puisque construire du temporaire, ça coûte pas moins cher que du définitif. Or, on se retrouve à devoir l'amortir sur une durée beaucoup plus courte. Et ça, on l'a expérimenté à Paris, par exemple, avec Aurore sur les opérations du Bastion de Bercy, qui est porte de Bercy, si jamais vous voyez, où a été construit un centre d'hébergement d'urgence qu'il a fallu financer auprès de la Banque des Territoires sur une durée de 7 ans. Or, l'amortissement de cette construction ne convient pas pour cette durée de financement. Et donc, l'idée pour nous, c'est de dire, imaginons une solution constructive qui puisse alternativement être du logement, de l'activité ou de l'hébergement. Et donc, à partir de la même cellule, du même module, ce qu'on a appelé le bâtiment mobile et modulable, c'est le BMM que vous voyez sur ce schéma, de réfléchir à cette solution vraiment mobile et vraiment modulable. Pour y parvenir, on a fait tout un benchmark, on n'a pas trouvé de solution sur le marché de la construction. Et donc, on a lancé collectivement, pour la première fois dans le secteur du logement, une procédure d'acquisition qu'on appelle le partenariat d'innovation. Alors, en 2 mots, c'est quoi ? C'est une procédure de marché public par laquelle on enchaîne la phase de R&D, de recherche et développement, avec la phase d'acquisition. Ça veut dire qu'on retient un lauréat, en l'occurrence un groupement constructeur maître d'œuvre, qui nous définit une solution. Et si on est satisfait de la solution, on va pouvoir lui en acheter 200 par an pendant 4 ans, en l'occurrence au titre de ce marché. Donc on a lancé collectivement avec SNCF et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis cette procédure de marché, avec des critères d'innovation qui portent évidemment sur l'impact carbone de ces constructions, avoir des constructions temporaires qui soient RE 2020, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui sur le marché, qui soient vraiment déplaçables, qui puissent s'insérer dans une opération urbaine, qui puisse du coup être acceptable pour des riverains, et qui puissent tenir dans un coût global maîtrisé, c'est-à-dire y compris leur premier déplacement. Donc ça, c'est le groupement lauréat. C'est une entreprise qui est située près de Montpellier, à Vendargues, qui s'appelle le Selvéa. Peut-être certains d'entre eux ont déjà travaillé avec eux, certains d'entre vous. C'est une petite structure, mais très spécialisée et très en pointe sur la construction bois-acier hors site, qui est un secteur en
en pleine structuration et qui s'est associé à des cabinets d'architectes et qui, aujourd'hui, est en train de mettre au point cette solution qu'on va présenter sous forme de prototype, donc à l'échelle 1, à partir de novembre, sur le site de Bercy-Charenton, qui est une friche ferroviaire. Et on va pouvoir tester, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on va tester ces modules, on va voir la qualité, on va mesurer leur qualité acoustique, phonique, on va dormir dedans, on va vérifier qu'on est vraiment dans des conditions de grande qualité. Et si on passe cette étape, ce jalon, on va pouvoir enchaîner, donc c'est vraiment le jalon du prototype testé, on va pouvoir enchaîner avec l'activation de la deuxième phase, celle que j'évoquais, à savoir acheter ces constructions. L'autre enjeu pour nous, donc je vous dis, le premier c'était la qualité de cette construction, le deuxième c'est d'organiser la solution et d'assurer cette rotation, parce qu'en fait cette solution constructive, si elle peut se déplacer, si elle peut se reconfigurer, ça n'a du sens que s'il y a un acteur qui porte ces solutions constructives et qui les loue à des exploitants tels que des associations. Donc ça, c'est le rôle, on va dire, plus classique de la Banque des territoires. Hop. Et donc, notre sujet, ça a été de réfléchir à une forme de structuration d'une offre avec un opérateur que vous voyez ici, qu'on a appelé le véhicule de portage CDC. Enfin, il n'y aura pas que la Caisse des dépôts autour de table, parce que SNCF devrait aussi nous rejoindre, qui aurait vocation à être propriétaire de ces bâtiments mobiles et modulables pour pouvoir les louer à des exploitants dans le cadre, pourquoi pas, de conventions d'occupation précaire avec des établissements publics fonciers ou avec d'autres acteurs. Et ça, c'est un type de solution qu'on peut imaginer, en fait, avec des contrats miroirs, ce que vous pratiquez dans des solutions constructives existantes, et qu'on pourrait imaginer sur des terrains nus pour pouvoir occuper sur la même durée auprès du propriétaire, libéré, et puis avoir l'assurance que ces constructions, elles vont se déplacer. Et elles vont se déplacer ailleurs pour répondre à d'autres types de besoins. D'où l'intérêt aussi d'avoir SNCF avec nous, puisqu'ils sont pourvoyeurs de foncier et qu'on saura trouver d'autres projets ensuite. Donc ça, c'est vraiment les premières conditions qu'on est en train de réunir pour structurer cette offre, avec la création d'une structure attendue pour la fin de cette année. La troisième, je faisais un petit appel du pied, c'est évidemment le foncier, c'est trouver les terrains. Donc là, c'est les terrains. Alors ce qui est très intéressant sur les opérations temporaires, c'est qu'on accède à des terrains auxquels on n'accède pas pour du définitif. Tout à coup, on a fait le travail avec l'établissement public foncier Île-de-France qui nous a présenté finalement pas mal de terrains en région Île-de-France, zone tendue pour reprendre un terme qui a été employé, des terrains de 1000 m² à 10 minutes des transports en commun qui ne feront pas l'objet de projets avant 5-6 ans. Et donc là-dessus, on se dit, il y a matière, si les élus ont envie, s'il y a une programmation. On pense également que c'est une solution très intéressante pour les opérations de rénovation, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Quand on fait une rénovation lourde d'un logement, il faut parfois nécessairement reloger les habitants. Et reloger les habitants dans le parc social, par définition, c'est compliqué quand il n'y a pas de vacances. Or, ce type de solution peut être vraiment la solution à l'opération tiroir au pied du bâtiment qu'on serait amené à rénover. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler, on va dire, à notre feuille de route et à nos différents terrains, et essayer de les faire croiser les besoins qu'on a pu rencontrer, aussi bien de la part des bailleurs sociaux, Seine-Saint-Denis Habitat et ICF Habitat sont engagés dans la démarche, que de la part de la SGP pour les travailleurs des chantiers du Grand Paris, etc. Ce n'est pas qu'un projet francilien. Sur cette liste, vous retrouvez des sites également à Montpellier, à Marseille, à Rouen, et on est très ouvert à la discussion sur d'autres territoires. Juste une image pour montrer le travail qu'on a fait avec l'Institut, l'IFR, l'Institut régional de la région Île-de-France, qui est notre agence d'urbanisme, et qui a travaillé sur une cartographie des friches en Île-de-France. Et en fait, tout ce travail qu'ils ont pu faire, on en a extrait les friches qui pourraient répondre à des conditions d'occupation pour de l'hébergement et du logement. Et des terrains activables, il y en a beaucoup. Et c'est ça dont on est aujourd'hui convaincu, c'est que le problème, ce n'est pas le foncier, le problème, c'est de réunir les conditions d'un projet et d'une acceptabilité par les élus sur ce type de projet.
Voilà, on pense qu'il y a beaucoup d'acteurs autour. On n'est absolument pas les seuls à avoir ce type de solution. Il y a des solutions beaucoup plus rapides, comme des solutions à partir de réemploi de containers. Il y a des solutions avec de l'insertion. Shenley, qui est un acteur du nord de la France, qui travaille beaucoup sur ces solutions. Et tous ces acteurs-là, réunis, peuvent être des agents de fluidification, finalement, d'un besoin. On sait que le besoin, c'est le logement d'abord, mais que parfois, avant, il y a d'autres étapes. Et enfin, je vous ai listé là, et ça pourra peut-être donner matière aux échanges avec la salle, les freins qu'on a constatés, qu'on a relevés, et je pense qu'on partage collectivement, parce qu'il a été question tout à l'heure des procédures réglementaires. C'est vrai qu'il y a le permis précaire, mais en fait, le permis précaire, ça met autant de temps à instruire qu'un permis classique. Et quand on parle d'urgence et d'activer des fonciers vacants, c'est vrai que c'est dommage de mettre autant de temps que ça pour des occupations finalement qui ne seront que temporaires. On a aussi le sujet des assurances, parce qu'à partir du moment où des constructions sont amenées à se déplacer, la question de l'assurance, de la décennale se pose dans des termes particuliers. Et puis bien sûr, il y a toujours des sujets fiscaux, financiers, qu'on a envie d'adresser collectivement à l'État, notamment sur les taxes foncières sur la propriété bâtie pour des opérations temporaires, sur les TVA réduites lorsqu'on est sur des opérations d'intérêt général. Voilà, ce n'était pas pour rentrer dans le détail, mais juste pour pointer ces sujets et pour les ouvrir collectivement, parce que je pense que c'est aussi collectivement qu'on arrivera à les résoudre. Eh bien, voilà un bel appel du pied. En préparant cet atelier, là aussi, il y avait un point de vigilance que vous m'aviez transmis, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on reproduise les écueils du passé. Attention aux cités d'urgence des années 60. Voilà, on n'est pas là-dedans, c'est ça ? C'est le premier frein que l'on entend des élus aujourd'hui. Il se trouve que moi, je suis directrice de la Banque des Territoires pour la Seine-Saint-Denis. Donc, j'ai souvent eu l'occasion de croiser celui qui est aujourd'hui notre ministre du Logement, Olivier Klein, qui était le maire de Clichy-sous-Bois, qui est une ville marquée par des copropriétés dégradées. Et aujourd'hui, c'est une opération qui est d'ailleurs menée à bien par un établissement public foncier, l'établissement public foncier Île-de-France, et qui se heurte à la question du relogement des habitants. C'est ça qui aujourd'hui est vraiment plus qu'un grain de sable dans la machine pour réussir à tenir des délais acceptables pour les habitants. Or, la solution du temporaire avait été proposée sur ce type d'opération et refusée par les élus qui craignaient que le temporaire dure, qu'il ne soit pas qualitatif, qu'on finisse par laisser les gens dans de l'Algeco, dans ce genre de solution. D'où le pari qu'on fait d'une solution très qualitative. Ça veut dire qu'elle n'est pas low cost. Elle ne coûte pas moins cher. L'objectif qu'on a donné au groupement de commandes, c'est 2200 € du mètre carré, y compris un premier déplacement. Parce qu'on leur a demandé de raisonner en coût global, quitte à ce que ce soit plus cher au démarrage, mais moins cher au remontage. Aujourd'hui, c'est le coût objectif qu'on leur a donné. En toute transparence, on a pas mal de craintes aujourd'hui, étant donné le contexte d'augmentation des prix, ce coût objectif qu'on a donné en 2020, je ne sais pas si on le tiendra en 2022. On a calculé en fait la durée de vie, on leur a demandé des durées de vie de 20 ans, mais en réalité, si les constructions sont RE 2020, elles ont une durée de vie de 50 ans en réalité, techniquement. Et on a imaginé des déplacements tous les 5 ans. Donc environ 3 rotations avec changement d'usage. On peut aborder aussi d'autres questions. Je voudrais juste qu'on n'oublie pas Pierre Grange, voilà, notre 4e intervenant. Merci beaucoup Camille Picard. Bravo, oui, on peut. Hein. C'était très détaillé. Alors oui, Pierre Grange, donc vous venez au nom de Podelia et d'Action Logement nous parler d'un programme qui s'appelle Habiflex. Il y a quelques similitudes. Vous, par contre, ce qui vous intéresse avant tout, je crois que c'est le logement des salariés dans un contexte, le département de la Vendée, on y revient, où il y a besoin de loger ses bras et ses cerveaux. Oui, bonjour tout le monde. En effet, on est dans les mêmes problématiques. Une problématique vendéenne à l'origine de la réflexion qui a été rappelée tout à l'heure, donc un taux de chômage très bas, un milieu économique en plein développement, un besoin de main-d'œuvre forcément venant de l'extérieur et des difficultés à trouver des fonciers pour réaliser des opérations, pour pouvoir donner des logements décents à des salariés qui ont des niveaux de revenus modestes. On ne parle pas de cadre sup, on parle plutôt d'ouvriers, d'employés gagnant entre 1 et 1,5 fois le SMIC.
Tout ça a donné lieu en 2019, en effet, à des discussions assez toniques entre les élus locaux vendéens et le groupe Action Logement. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse autrement que ce temps où on attend les fonciers qui arrivent, alors soit de l'EPF, soit des aménageurs, soit en rachetant un bien qui est de plus en plus cher, et qu'il fallait en effet trouver des solutions de transition. Et on était dans la même logique de se dire évitons les écueils, parce que parallèlement, Podelia, qui gère un parc de 26 000 logements, a des cités d'urgence à retraiter. Donc on est en plein dedans. Donc évitons les écueils des cités d'urgence, de ce provisoire qui dure, mais essayons quand même de trouver des solutions. Donc on s'est dit on n'a pas de foncier définitif, on a plein de projets sur la table, mais ils seront là dans 5-6 ans en effet. Qu'est-ce qu'on peut faire entre-temps? Et on était justement avec l'EPF autour de la table à l'époque, et on s'est dit mais on a des fonciers en mutation et peut-être qu'on pourrait les équiper. Et puis parallèlement, on travaillait avec des gens qui travaillent sur l'industrialisation de la construction, des gens comme l'ECO qui ont été cités. C'est d'ailleurs l'image, c'est l'image de notre projet à Chanverie qu'on fait avec eux. Et on savait que leurs solutions étaient déplaçables. Voilà. Pas déplaçables dans le sens modulaire où on va déplacer plusieurs fois, mais on sait qu'on peut les déplacer 1, 2, 3 fois, ça fonctionne. Et on sait aussi, on savait à l'époque qu'on était sur une solution qui, techniquement, au niveau qualitatif, et c'est ce qu'on voulait, on avait les mêmes logiques que la Banque des Territoires, et on est très proche sur ces réflexions-là, de se dire qu'il faut faire des logements qualitatifs. Voilà, on ne peut pas faire du sous-logement pour nos salariés qui travaillent parce qu'on est en panne de foncier. Donc on voulait du logement qualitatif, et c'est comme ça qu'on est arrivé donc, sur notre solution Habiflex. Je vais peut-être prendre la main juste pour la suite. Alors c'est un peu une plaquette commerciale parce qu'on a la chance que de tout ce travail-là, finalement, aujourd'hui, concrètement, pardon, je suis allé dans le mauvais sens. Alors ça, c'est pour rappeler qui on est, mais concrètement, aujourd'hui, nos premiers projets sortent de terre. Et on a été, j'allais dire, un peu plus modeste, entre guillemets, que la présentation précédente. Non pas parce qu'on n'a pas des ambitions fortes, mais parce que notre territoire nous demande de travailler à des échelles un peu plus petites. Et donc, on est parti sur quelque chose qu'on maîtrise bien et qui est très attendu sur le territoire, c'est d'avoir du pavillonnaire. Voilà, donc, et on sait que construire en modulaire du pavillonnaire, c'est relativement maîtrisé. On l'a déjà fait dans des phases définitives, sur des projets définitifs. Donc on est parti là-dessus et on est en train de développer une offre en intermédiaire aujourd'hui. Donc l'intermédiaire qui est le petit collectif sans partie commune. Donc l'idée, comme je disais, une offre trop faible dans un contexte de taux de chômage et un besoin urgent et des fonciers qui étaient disponibles mais que provisoirement. Donc là, on a proposé en effet des logements qui sont déplaçables. On propose des logements qui sont déplaçables, on le fait. Quand je dis quand on dit on le propose, c'est maintenant concrètement, on a une livraison qui a lieu le 26 octobre. Il y a l'inauguration du projet le 26 octobre sur la commune de Chanverie en Vendée justement. Et j'en profite pour saluer le courage du maire qui nous a accompagnés sur ce sujet-là, parce que quand on commence à parler de logement provisoire, temporaire, et on cherche tous le bon mot pour pas choquer, en règle générale, il y a toujours des détracteurs ou des gens pour dire attention, vous allez recréer des bidonvilles, vous allez faire attention, ça va être une catastrophe, vous allez être la risée du village. Et voilà. Et il faut trouver des maires qui aillent jusqu'au bout de la démarche, qui aient le courage d'aller jusqu'au bout de la démarche, d'autant plus qu'on défriche. Et on n'a pas un exemple, le premier, par définition, on n'a pas d'exemple de quelque chose qui a fonctionné. Je n'ai pas de doute que, et d'ailleurs quand je vois les sollicitations qu'on a aujourd'hui, je n'ai pas de doute que les prochains seront plus simples que le premier. Donc voilà, donc la solution, c'est des maisons définitives sur des terrains provisoires en entente de projet et préconstruits hors site. Quand je dis une maison définitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, on est dans la même logique que la Banque des Territoires, on va être dans la logique de réemploi. Au bout d'une phase transitoire que nous, on a calée sur 7 ans, et je vous dirai pourquoi, on va récupérer l'intégralité de la maison. Quand je dis l'intégralité, on va essayer d'en récupérer 90 voire 95%, c'est donner des objectifs de réemploi maximum, et on va la réimplanter par contre définitivement. Voilà, nous on ne fait pas le pari de la déplacer plusieurs fois. On considère qu'à un moment, en tout cas dans les technologies que nous on utilise sur ces projets-là, il y a un risque de dégradation de la maison s'il y a plusieurs déplacements, parce que justement derrière, il y a tout un sujet de financement. Qui dit financement dit assurance, qui dit assurance dit
garantir la pérennité, j'y reviendrai rapidement. On est sur des solutions qu'on a voulu, bien entendu, écologiques. Donc, pour dire très simplement les choses, on est sur la construction bois qui nous aide énormément sur ces sujets-là. Économique, on est sur une solution, on est bailleur social chez Podelia, on est sur une solution qui est financée en tant que logement social. Et donc, ça permet d'avoir des loyers, j'allais dire, raisonnables et surtout l'accès aux APL. Je passe rapidement sur la construction bois, j'en ai dit 2 mots. On s'est focalisé plutôt sur une typologie 3 pièces aujourd'hui parce que quand on se projette sur un logement utilisé temporairement puis redéplacé dans un usage définitif, il a fallu aussi qu'on se projette sur quel est le type de logement qu'on a le plus de chances de réutiliser. Et voilà, sans aller chercher bien loin finalement, le 3 pièces, c'est le logement phare entre guillemets, qui permet aussi bien de faire de la colocation que d'accueillir un couple, une petite famille avec un enfant, voire 2, voire 3, 6 serres. Ça arrive aussi dans nos logements et pas que sociaux. Et on a une promesse qu'on a quasiment tenue d'un délai de 14 mois entre la décision du conseil municipal de réaliser cette opération et la livraison. En fait, on ne sera pas à 14, on sera à 15, pour être très clair. On a eu, malgré tous les sondages fonciers, voilà, on a été assez précis dans le maillage de nos sondages. Finalement, on a eu un gros bloc de granit en plein milieu, voilà, qui nous a fait perdre un mois parce qu'il a fallu passer au travers quand même. Et donc, on a un petit peu d'équilibre. Les performances, on l'évoquait, de toute façon, on est dans la RE 2020. Pourquoi ? Parce que de toute façon, à un moment, on a un permis de construire et on doit respecter les règles. Les avantages, j'en parle depuis tout à l'heure, donc je vais passer rapidement dessus. C'est principalement, en effet, le gain de temps pour le faire. 14 mois aujourd'hui, quand je vous dis 14 mois pour réaliser le projet, en 14 mois, comme on est soumis à la commande publique, on a passé une consultation pour faire un marché global de performance. On a déposé les permis, on a obtenu les permis, on a viabilisé la parcelle, on a construit les maisons et on a livré les maisons. Voilà, en 14 mois. 15, finalement. Ce sera dans notre retour d'expérience. Et en se mettant des ambitions, comme je disais, fortes, quand on est sur la RE 2020, on vise un seuil 2025. Parce que justement, on est sur une construction bois et donc on est biosourcé. Quand on est sur le réemploi, on est quasiment sûr d'être à 90% de réemploi, on vise 95%. On est en train de travailler avec notre partenaire sur le réemploi de ces fondations, sur le réemploi d'une partie des réseaux. Alors comment on y arrive ? Avec 2 éléments clés. Parce que quand on se dit tout ça, alors il y a un sujet financier, je l'aborderai après, mais il y a des sujets juridiques. Tout d'abord, construire sur un terrain qui n'est pas prévu pour recevoir ces maisons. En effet, il faut qu'on trouve un véhicule. Le véhicule, c'est le permis précaire. Le permis précaire qui nous permet de déroger à un certain nombre d'éléments du PLU. À partir du moment, et là en l'occurrence, c'est l'accueil de salariés en mobilité, on répond à des besoins d'utilité sociale sur lesquels le territoire n'arrive pas à faire face. Et donc ça, il faut bien entendu le partager avec l'ensemble des acteurs. Il faut bien entendu qu'on soit tous convaincus et il faut bien entendu le démontrer. Donc il a fallu qu'on fasse des études sur le territoire pour montrer qu'on était dans un déficit d'offres par rapport à ces besoins-là. Le permis précaire nous impose plusieurs choses. C'est que la durée de précarité, elle soit proportionnelle aux besoins. Et c'est pour ça qu'on est sur ces fameux 7 ans. Parce que 7 ans, voilà, le temps de l'urbanisme, c'est entre 5 et 10 ans. Donc on s'est dit 7 ans, voilà, on est dans une logique de se dire pendant 7 ans, on va déroger pour pouvoir faire face à ce temps de l'urbanisme. Notre objectif, nous, c'est de recoller le temps économique, qui est de 1 ou 2 ans du développement des entreprises par rapport à ce temps de l'urbanisme. Et puis le deuxième point, parce qu'on est bailleur social, donc on avait un petit problème à partir du moment où on veut avoir des loyers niveau logement social et financé, c'est le droit au maintien dans les lieux. Et par définition, quand on fait du précaire, ça pose quelques difficultés.
Donc c'est là où on est allé chercher l'intermédiation locative, chose sur laquelle on est très habitué parce qu'on travaille avec énormément d'associations sur divers sujets, que ce soit les jeunes travailleurs, que ça puisse être de l'insertion ou autre. Et donc voilà, ça nous permet en effet d'avoir entre guillemets un écran sur le sujet-là dans la gestion. Et puis on a aussi, parce qu'on a cette culture à travers la gestion directe de logements meublés pour étudiants, la gestion en meublé, on aura une partie de ces logements-là qui seront meublés. En image, ça nous donne quoi? En fait, là, vous voyez un peu les différentes étapes. Alors, on a mixé, bien entendu, des programmes qu'on a livrés en définitif directement, et puis notre projet de Chanverie, où bientôt, j'espère qu'à la place de la perspective, on aura nos photos. Mais en gros, vous avez sur la partie haute le principe de la construction hors site en atelier de modules qui vont s'associer après gruter sur un terrain. Donc là, c'est des photos d'un chantier qu'on avait en définitif. En temporaire, sur le site de Chanverie, en l'occurrence, on a donc des maisons qu'on a forcément, j'allais dire, épurées au maximum en termes architecturaux, tout en gardant un projet de qualité, parce qu'en effet, il y a des coûts supplémentaires en rajoutant une toiture, en rajoutant un garage. Et l'idée, c'est qu'après, quand on les déplace en phase définitive, et donc l'image, c'est, pour le coup, là, c'est une maison construite en phase définitive suivant cette technologie-là, on puisse ramener les éléments urbanistiques nécessaires, enfin les éléments techniques nécessaires à coller aux règles d'urbanisme local, que ce soit toiture, garage, carport, etc., etc. Donc bien sûr, on est sur des solutions qui ne sont pas des solutions miracles en termes financiers, elles sont plus élevées. Elles nécessitent un financement gratuit complémentaire, mais elles sont réalistes parce que finalement, on finance cette opération en 2 temps. D'abord 7 ans de transitoire, et je salue la Banque des Territoires qui nous accompagne sur le financement. 7 ans en transitoire, puis on refinance sur 40 ans sur la phase définitive dans le cadre classique. C'est-à-dire qu'on amortit l'opération sur 47 ans, 57 ans pour les fonciers, ce qui nous permet d'amortir une partie des surcoûts. Puis une autre partie des surcoûts vient d'argent gratuit. Et là, je salue quand même Action Logement, alors certes mon actionnaire de référence, mais qui a mis beaucoup d'argent sur la table à hauteur de 20 000 € au logement d'argent gratuit pour cette première démarche. Et ce 20 000 € d'argent gratuit, qui est peut-être 25 000 avec les coûts de la construction aujourd'hui, reste un besoin par logement sur les projets à venir et qu'on étudie, qui peuvent être pour le coup, alors là, ramenés par d'autres modes de financement, y compris l'intervention directe des entreprises. Voilà de manière résumée ce que l'on fait aujourd'hui et ce qu'on va essayer de dupliquer. En tout cas, on travaille sur plusieurs projets pour essayer de le dupliquer sur le territoire et j'espère sur d'autres territoires. En tout cas, on est ouvert à proposer nos réflexions. Et j'allais demander, on est très très loin du mobil-home, du bungalow, là, vous l'avez dit. C'était essentiel parce que vous auriez pu avoir des solutions plus simples, moins 20-20, moins qualitatives. Oui, alors en effet, on est loin du mobil-home et du bungalow pour 2 raisons. Parce qu'il y a très clairement une raison d'ordre éthique à un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on a la problématique sur le territoire vendéen, c'est qu'on a beaucoup de salariés qui justement vivent dans des mobil-homes, dans des bungalows, dans des campings. Et la question n'était pas de se dire, nous, bailleurs sociaux, on va arriver et on va créer nos propres campings et mettre des mobil-homes pour des salariés. Enfin, il y a un moment, en étant Action Logement en plus, on doit proposer une autre solution. Donc, c'est trouver une solution qualitative. Encore une fois, on est sur la même qualité qu'un logement neuf qu'on livrerait aujourd'hui en 2022. Deuxième sujet, et là on est rattrapé par l'actualité, c'est qu'en effet, on est face à des coûts de l'énergie qui vont exploser, qui ont commencé à exploser, mais qui vont continuer à exploser. Aujourd'hui, ça ne nous paraît pas raisonnable de proposer des solutions, entre guillemets, trop légères à des personnes qui ont des revenus modestes et qui, justement, vont se retrouver en première ligne sur ces problématiques de pouvoir d'achat et de capacité, tout simplement, à faire face à leur loyer et à leurs charges. Il y a la dimension emploi, je crois qu'il y a une diapo qui en parle. Il y a des créations d'emplois dans un périmètre relativement court.
Oui, alors c'est un peu le choix de la construction hors site, hein. Par ailleurs, nous, on est engagé avec un autre bailleur social, un office, l'office départemental de Maine-et-Loire, sur un marché pluriannuel d'achat de logements construits en hors site, parce qu'on croit à la filière quand elle est développée localement, parce qu'elle permet ça aussi. Elle permet en effet de réinvestir le champ de la formation, de l'emploi autrement dans le bâtiment. À un moment où le bâtiment n'arrive plus à trouver de compagnons, n'arrive plus à former, ou en tout cas difficilement, par le hors-site, en fait, on a des acteurs qui réinventent la manière d'aller chercher des nouveaux salariés et de travailler avec les CFA, j'allais dire à pied sec, au chaud, avec de l'encadrement, avec des salles de réunion, avec des endroits où on peut simuler. Et finalement, ça fait les compagnons de demain qui, eux, partiront sur des chantiers plus traditionnels. C'est un bon complément. Merci beaucoup pour les éclairages, Pierre Grange. Si vous le souhaitez, il nous reste quelques minutes pour aborder des questions, des réponses sur tous les sujets qu'on a abordés. Est-ce que ça vous fait envie, tout ça? Habiflex. Il y a des projets donc sur différents secteurs du territoire? Oui, alors on est très sollicité pour venir le présenter. Alors il y a toujours, comme partout, un peu toujours la difficulté quand on dit qu'il faut mettre un petit peu plus d'argent que sur un projet classique. Juste pour dire le un peu plus d'argent, en moyenne sur un logement T3, on est à un surcoût de 35 000 euros. Et la période transitoire des 7 ans d'amortissement nous permettent d'amortir à peu près 10 000 euros sur ces 35 000 euros, d'où les 25 000 euros dont je parlais d'argent gratuit nécessaire. Il faut avoir en tête que ce coût-là, il est nécessaire parce qu'on a 2 fonciers à viabiliser, qu'on le veuille ou non, même si on récupère plus ou moins des éléments de viabilisation et même si on remet le terrain dans son état initial, et surtout parce qu'on remet le terrain dans son état initial en phase temporaire. Et puis il y a le déplacement. Voilà, un déplacement d'une maison, c'est à peu près, suivant les cas de figure, entre 15 et 20 000 euros de toute façon. Donc, c'est pas complètement fou. C'est beaucoup moins cher que construire 2 maisons et en démolir une au bout de 7 ans. Et c'est pas complètement déconnecté de la réalité économique des besoins des entreprises qui ont besoin de salariés pour les loger. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, si on leur dit ça va vous coûter 25 000 euros, mais pendant 7 ans, vous pourrez loger des salariés embauchés, sont intéressés, des collectivités aussi. Bon, voilà. Il faut que ça chemine, mais c'est vrai que ce n'est pas une solution où tout d'un coup de baguette magique, on a enlevé tous les problèmes financiers qui peuvent être face à nous. Donc, première opération visible en Vendée, Oui. pas loin de Mortagne, et bientôt dans d'autres endroits? Alors, on l'espère. On discute dans le périmètre toujours vendéen sur La Roche-sur-Yon. On a des sujets aussi en Loire-Atlantique qui sont en cours de discussion. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est des discussions qui sont complexes, y compris politiquement. Et donc, je ne serai pas précis sur les communes avec lesquelles on travaille. Mais en tout cas, on travaille. Mais il y a un enjeu de représentation, vous le disiez, chez les élus et les populations, autour du logement temporaire notamment. Tout à fait. Très bien, voilà. Oui, je répondrai hors échange, mais juste pour que tout le monde soit au courant. Podelia et Lénage sont 2 filiales du groupe Action Logement sur la région Pays de la Loire, et on a des territoires qui sont qui sont clairement définis. Hein, donc on ne vient pas se faire concurrence de manière éhontée, mais par contre on est partenaires et on discute entre autres sur ces sujets-là pour un partage de savoir. Alors oui, d'autres interventions? Oui, merci beaucoup à tous pour vos interventions. Donc, je suis Arnaud Portier, secrétaire général de l'Association nationale des EPFL, et ces questions-là, elles sont effectivement très intéressantes pour nous en tant qu'EPF, parce qu'on a du patrimoine, comme l'a dit Thomas, qu'on doit assumer, gérer, et avoir des partenaires pour cette gestion transitoire et éviter les problématiques de sécurisation, de squat, parce que
On l'a déjà dit aussi dans les précédentes interventions, la mise en œuvre des opérations d'aménagement ou finalement la définition des projets portés par les collectivités prennent du temps et peuvent mettre du temps à se mettre en œuvre. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Moi, je suis ravi de voir effectivement qu'il y a toutes ces réflexions qui sont menées et on ne manquera pas d'en interpeller certains. Alors je ne sais pas si, puisque vous faites partie du groupe Action Logement, ce sont des choses qui essaiment au sein du groupe Action Logement et bon, avec la Banque des Territoires, on ne manquera pas de vous contacter, de vous interpeller. La question que j'ai en fait moi aujourd'hui, parce qu'on réfléchit forcément et vous vous doutez accessoirement, donc je suis situé sur le Pays Basque et donc on a une problématique aussi liée à la difficulté d'accès au logement justement pour répondre aux demandes, aux offres d'emploi et notamment au logement saisonnier aussi. Donc on est très intéressé par ces réflexions-là et on est tout à fait disposé à proposer et à mettre à disposition du foncier bâti ou non bâti pour permettre la mise en œuvre de ces opérations. Notre souci à nous, en fait, d'abord, c'est de trouver l'opérateur pour le faire, bien sûr, mais après, c'est aussi qui peut assurer la gestion. Concrètement, si vous voulez, sur ces natures d'occupants, vous l'avez évoqué, les saisonniers, par exemple, ça nécessite forcément une implication, une participation des professionnels, des restaurateurs, des hôteliers, j'en sais rien, enfin tous ceux qui peuvent être concernés effectivement par le besoin. Donc comment on arrive finalement à les fédérer, à les mettre autour de la table et à les faire participer. On évoque le logement d'urgence, on a la problématique aussi du logement d'urgence. Alors nous on essaye de mettre à disposition des locaux, notamment dans le plan grand froid pour le logement des SDF en période d'hiver ou autre. Alors là c'est une gestion en direct avec la collectivité, parce que c'est elle qui a un peu pris la main sur le sujet. Mais on se rend compte qu'il y a tout un tas d'associations qui gravitent autour et comment on les fédère, comment on fait en sorte effectivement de trouver un lieu commun. On en revient presque un peu, je trouve, à ce qu'on se disait à la table ronde précédente, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment une réflexion à avoir et à trouver le moyen de mettre autour de la table finalement tous les acteurs, parce qu'on a le logement étudiant en même temps. Enfin, certains territoires évoquent la capacité à remplir les logements pendant un temps avec des étudiants et puis quand ils partent en vacances, les compléter ou les remplacer par des saisonniers, ce qui ne correspond pas toujours au niveau des périodes. Mais finalement, voilà, nous, on est un peu démunis par rapport à ça, parce que notre métier, c'est de négocier, d'acheter du foncier, de le gérer. Et dans le cadre de la gestion, ça peut être de le mettre à disposition. On a vraiment besoin d'avoir des interlocuteurs et pour le coup, des engagements aussi, parce que comme le disait Thomas, si on porte une opération sur 7 ans, dans 7 ans, quand on va devoir récupérer le foncier, il faut qu'on soit sûr qu'on le récupère, parce qu'on va s'engager une fois. Si à la fin, on est obligé d'engager des procédures d'expulsion pour arriver au bout, on va le faire une fois, on ne le fera pas deux. Enfin, je veux dire, on va, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Voilà, donc c'est un peu cette question-là. Comment vous voyez-vous un peu l'organisation qui pourrait se faire et qui serait un moyen finalement peut-être de construire un cadre un peu dynamique? Alors, Madame Picard, vous voulez répondre déjà peut-être ? Alors peut-être juste, je ne sais pas s'il faut fédérer tous ces acteurs, mais en tout cas, il faut leur faire connaître les solutions possibles et organiser les intermédiations. Nous, dans le modèle qu'on a imaginé, l'idée, c'est que l'interlocuteur, c'est la structure toit temporaire urbain, qui sera l'interlocutrice des propriétaires fonciers et qui mettra à disposition, qui louera à un exploitant. Ça veut dire que le propriétaire n'est pas en relation avec l'exploitant. Et que l'engagement qui est pris, et donc la certitude qu'au bout de 7 ans, le projet s'en va, celui qui le prend, c'est la structure toit temporaire urbain, donc la Banque des Territoires et la SNCF. Après, les exploitants, il faut aussi les retenir, on va dire, dans les bassins de vie dans lesquels on se trouve. Et je pense qu'il y a pas mal de réseaux. Nous, on a travaillé avec... il y a la FAS, il y a la FIL, il y a tous ces acteurs-là de la solidarité, par exemple, sur le sujet de l'hébergement, qui ont une organisation. C'est ce que j'allais dire. Donc, je suis directeur général de Saint-Benoît-Lab, mais je suis aussi trésorier de la Fédération des acteurs de la solidarité de Pays de Loire. Donc, qui fédère les acteurs de la solidarité. Donc, et après, il y a plein de structures qui fédèrent. Après, c'est la difficulté qu'on ne se connaît pas totalement sur tous les sujets. Et on voit bien que c'est aussi une nécessité. Et après, je reverrai aussi le rôle de la collectivité locale. On voit bien qu'à chaque fois, quand même, quand la collectivité souhaite, il se passe des choses. Et je prends juste Nantes Métropole, le service logement de notre Métropole met à disposition des choses, fédère des choses, essaye de regrouper. Voilà. Et donc, on voit bien que des fois, des choses peuvent se passer de cette manière-là. Après, moi, j'ai juste un petit bémol. Là. Il y a 2 sujets. C'est concurrence des publics.
Donc c'est un sujet, hein, c'est tout le monde a besoin d'être logé. Donc moi je représente ceux qui ont le plus besoin d'être logés. Je ne dis pas que le salarié n'a pas besoin d'être logé, mais les plus précaires sont souvent ceux qui ont plus de difficultés à y accéder. Et en termes d'accessibilité, on voit bien que c'est compliqué pour eux. Voilà. Et donc voilà. Et à côté, on arrive des fois, et c'est la petite polémique du moment, pour trouver des solutions pour les Ukrainiens. Je ne sais pas comment, mais les collectivités locales, l'État, tout le monde arrive à trouver des solutions, des biens qui n'existaient pas, qui n'étaient pas visibles, voilà. Et je découvre, moi, tous les jours, des propositions de biens par des organismes, en plus qu'en toute sincérité, je ne connais pas, qui arrivent à avoir des maisons, des immeubles, des biens qui pourtant étaient vacants depuis un certain temps. Et que moi, ça me pose fondamentalement question. C'est-à-dire que, et je trouve génial qu'on accueille aussi bien les Ukrainiens, ça c'est pas le sujet, mais qu'il y a des biens vacants de ce type-là qui existent depuis longtemps. Sans polémique, par exemple, on nous a fait des propositions de maisons autour de l'aéroport de Nantes, où on a acheté a priori plein de choses par un organisme que je ne connaissais pas. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui à chaque fois sont... oui, oui. Hmm. Je- Je dis pas qu'on a... Je prends juste d'autres exemples. On a mis à disposition sans rentrer dans les polémiques, à des collectivités locales, des logements de fonction, il y a plein de choses qui ont été mises à disposition qui, au fur et à mesure, des choses, quand c'est pour certains publics, on peut le trouver. Et voilà, c'était juste ça. Et deuxième... Oui. C'est ce que j'allais aussi souligner, c'est qu'après, où il y a une des difficultés qu'on peut nous avoir, c'est que on est souvent uniquement la structure utilisatrice. Et donc, comme on est la structure utilisatrice, entre le propriétaire, celui qui va avoir l'utilisation à terme et nous, il peut y avoir différentes questions. Et donc, nous, on est uniquement des fois avec des choses qui ne nous concernent pas, parce que nous, on est juste l'utilisateur ultime des choses. Et donc, sur certains biens donc, dont vous parlez, ou même dans d'autres, entre le propriétaire, le bailleur social qui va racheter le bien, et nous qui sommes l'utilisateur ultime avec des dispositifs, des fois, il est nécessaire de faire des pas de côté, ce que chacun peut faire pour essayer de trouver une solution. Et on voit bien que sur des logiques de territoire, comme sur le boulevard Saint-Aignan ou comme sur la Béraudière, on a à chaque fois trouvé la bonne solution. Thomas Welch, je crois que vous voulez peut-être pour dire, parce que c'est vrai que les problématiques que vous indiquez, il y a quand même une concurrence d'usage, de besoins, il y a une crise du logement qui est d'une telle ampleur qu'effectivement, cette mobilisation des fonciers, et nous on peut y contribuer par la connaissance de tout ça, parce qu'après il y a des opérateurs, maintenant je le comprends bien, qui peuvent venir en fonction justement des fonciers dont on donne la connaissance. Quelque part, parfois, ça suffit aussi à ce que les projets se déclenchent. Mais c'est vrai qu'il y a une telle crise du logement, une telle demande que, effectivement, je crois qu'il faut quand même essayer de viser aussi la diversité des solutions. Alors, ces solutions, elles ne sont pas toujours les meilleures pour les occupants. Enfin, nous-mêmes, à l'EPF, on loue des logements temporairement
parce qu'il y a un vrai besoin, mais c'est vrai qu'on aimerait évidemment louer des logements qui sont étiquetés A en étiquette énergétique, mais en fait c'est des logements anciens qui sont E, qui sont parfois F, et qui, alors on fait des travaux d'amélioration, etc., mais c'est pas des logements RE 2020. Mais en tout état de cause, il faut quand même avoir conscience qu'il y a ce besoin qui est là et que c'est toujours mieux de loger ces gens-là, en plus pas très loin de là où ils travaillent, ce qui leur évite de prendre la voiture avec les coûts que ça suppose, que de ne pas avoir de logement du tout, et donc que des entreprises périclitent, des gens n'aient pas de salaire, etc. Enfin, je pense qu'il faut quand même le dire. Il y a un deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut aussi peut-être jauger la diversité des temporalités des projets dont on a besoin, parce qu'effectivement, la crise du logement, vous l'avez dit, c'est loger dans l'urgence, ça peut être des solutions pérennes, mais des fois, c'est dans 3 mois, dans 4 mois, enfin, pour une saison, etc., dont on a besoin. Et c'est vrai que quand je vois les projets de Podelia, on est sur 14 mois, ce qui est quand même assez exemplaire, hein, quand on regarde toutes les étapes qu'il y a et les autorisations d'urbanisme, etc. Mais en fait, c'est quand même 14 mois. C'est-à-dire que, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est capable de faire quelque chose qui est peut-être pas aussi exemplaire que de la RE 2020, mais qu'on peut avoir en 6 mois. Enfin, c'est aussi des sujets dont on peut, nous, avoir besoin, et il y a une diversité de solutions. Les logements ne sont pas de la même qualité, mais encore une fois, je crois que ça répond quand même à un besoin, une urgence. Pierre Grange. Alors c'est le micro blanc. Voilà, mais il va revenir, ce micro blanc. Voilà. Oui. Ouais. Ah non, il est peut-être temps. Prenez donc le rouge, qui a l'air parfaitement opérationnel. Non, juste pour répondre, 2-3 éléments de réponse sur le sujet des 14 mois et peut-être 6 mois et peut-être 3 mois. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, en tout cas, si on a un opérateur implanté, c'est-à-dire un constructeur implanté et qui construit de manière régulière, d'où l'importance de ce que je disais tout à l'heure, on s'est lancé avec un autre opérateur, un autre bailleur, sur un marché pluriannuel d'achat de logements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'engage à acheter 200 logements par an sur les 4 prochaines années, sans savoir où seront les fonciers. Pourquoi ? Parce qu'on veut donner de la lisibilité à des filières pour qu'ils puissent se développer, pour pouvoir avoir un vrai outil de production. C'est un peu la casquette MEDEF d'Action Logement, qui est de dire développons des filières locales. Ça se fait à l'international, hein. Ikea a développé son modèle, il attend que les prix du marché soient au niveau pour faire ce qu'il a fait dans l'ameublement. Mais voilà, il y a des usines dans l'Est de l'Europe qui existent, Amazon met des sous aussi, et ces gens-là ne le font pas pour rigoler. Donc nous, on se dit, aidons des PME régionales à s'implanter, à développer un vrai produit. À partir du moment où on les a, ce qui commence à être le cas en Pays de la Loire, parce qu'on a la chance d'avoir un tissu industriel vraiment bien maillé, sortir une maison dans ces conditions-là, alors bien sûr, une maison un peu standardisée, hein, c'est le principe, qu'on peut réhabiller façon mini sur un châssis unique, on rajoute des options, ça prend quelques semaines. Voilà, on parle de quelques semaines. Ce qui est long aujourd'hui, et pourquoi on est sur 14 mois sur Chanvrerie, c'est pas construire la maison. C'est le code de la commande publique. Voilà, aujourd'hui, on fait un marché global de performance dans le cadre du code de la commande publique. Donc, on fait des appels d'offres avec des délais de publication, avec des délais d'analyse, des délais de traitement, etc. Ce qui est long, c'est le permis de construire, même s'il est précaire. En effet, ça reste un permis de construire. Et donc, il est instruit sur des délais, des respects des droits des tiers à faire des recours. Ce qui est long, et alors ça, c'est ce qu'on avait moins vu venir, même si on s'était préparé à ça, parce que c'est notre métier, ce sont les concessionnaires. Voilà. Aujourd'hui, on a failli avoir les maisons sans avoir les concessionnaires. Pourtant, on a commencé avant même d'avoir lancé l'appel d'offres à travailler avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une temporalité, ils ont réglé toute leur manière de travailler, et on le sait tous, sur le rythme classique des opérations. Et une opération, c'est au minimum 3 ans. Personne ne sort une opération en moins de 3 ans. Donc, ils sont réglés là-dessus. Et leur temporalité, c'est celle-ci. Quand on leur dit, dans 1 an, le bâtiment est là, de toute façon, ils ne le croient pas. Pour commencer, ces personnes n'y croient. Donc oui, bien sûr. Et 6 mois après, quand on se dit, dans 6 mois, le bâtiment est là. Oui, non, mais vous commencez à peine à piqueter le terrain, c'est pas possible. Et quand au bout de 3 mois, on est en train de faire l'intéressement, on dit, dans 3 mois, les bâtiments sont là. Non, mais on a le temps, parce que vous ne serez jamais là avant 1 an. Et en fait, il y a ça, c'est ces sujets-là qui nous bloquent. Hein. Ce n'est pas des sujets de est-ce qu'on est capable de construire une maison en quelques semaines. On sait le faire. Deuxième remarque, réponse par rapport au sujet, comment mettre les gens autour de la table. Je ne veux pas prendre une casquette USH parce que ce n'est pas la mienne, mais les bailleurs, c'est notre métier.
Enfin, je veux dire, allez nous demander nous de travailler avec vous, parce que justement notre métier c'est d'assembler les savoirs autour d'un bâtiment, autour d'un usage. On est tous les jours en train d'aller chercher une association pour pouvoir encadrer un public dans un bâtiment qu'on a construit sur un foncier que vous nous avez mis à disposition. Franchement, c'est notre rôle. Enfin, ça fait partie de nos savoir-faire, en tout cas. Et donc, je le vois, ça marche très bien avec l'EPF vendéen. Ça marche très bien avec l'association Saint-Benoît-là. Nous, on est là, on est des intermédiaires, on est des assembliers, et on essaye de trouver des solutions ensemble à livre ouvert, en effet. Et après, pour très justement par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'il y a la concurrence des publics ou que ce soit tout simplement dans les solutions techniques mettre en œuvre, c'est des choix politiques. Et à un moment, c'est le politique qui décide que la priorité, c'est de loger ou c'est de loger dans du non énergivore, que c'est l'urgence ou l'urgence plutôt des publics ukrainiens ou ça. Et à un moment, en effet, il faut qu'il y ait des choix forts qui soient pris parce que, y compris dans notre solution très pratico-pratique, sans un soutien fort du politique, on n'aurait rien sorti. Pour être très clair, parce qu'il y a toujours la croix qui ne tombe pas dans le CERFA au bon endroit. Voilà. Réglementairement, on a le droit, mais ça ne fonctionne pas dans le processus administratif. Si on n'a pas le politique qui pousse très fort, tout s'arrête, voilà, tout se grippe naturellement, quoi. Une toute dernière intervention, parce que c'est l'heure d'aller déjeuner après. Bonjour, Charlotte Boex, donc je suis chargée de mission au sein de l'Association nationale des EPFL. Alors c'est plus une réflexion en fait à vous écouter. Je me demandais, est-ce que du coup les collectivités n'auraient pas tout intérêt finalement à conserver, voire identifier des terrains, mais pas forcément pour un projet d'aménagement futur, seulement des terrains pour des usages temporaires finalement, et qui permettrait, surtout dans un contexte où le foncier est de plus en plus rare, finalement de diversifier les usages du foncier. Alors on a parlé du logement, ça peut être pour du logement saisonnier 4-5 mois, mais après est-ce que ça peut pas être pour tester par exemple des commerces éphémères, pour répondre à même, je sais qu'il existe des équipements publics type patinoire l'hiver qu'on peut démonter, remonter dans d'autres villes, voilà, qui permettent justement de diversifier au-delà du logement. Je ne sais pas s'il y a des réflexions en cours là-dessus, mais en tout cas, ça pourrait être une des solutions. Voilà. Vous n'êtes pas la première à avoir cette idée, parce qu'effectivement, la ville de Montpellier, enfin la métropole de Montpellier a commencé à faire cet exercice. Je crois savoir qu'ils ont identifié 14 sites pour des occupations temporaires. Alors peut-être que tous ces sites ne seront, ce serait paradoxal, qu'ils soient définitivement temporaires. Parce que c'est ça la question que vous posez. Mais au moins d'identifier des sites qui ont des durées d'inoccupation entre 4 et 15 ans et de se dire que certaines activités peuvent tourner dans le territoire. Et en fait, c'est aussi cette logique de se dire qu'on est en circuit court, que ces productions hors site, elles sont faites à proximité de là où elles sont utilisées et elles peuvent servir sur un même territoire au fur et à mesure où elles se déplacent. Et ça, je pense que c'est... Alors, ça réinterroge beaucoup le modèle des EPF, mais du coup, vous êtes bien placé puisque vous êtes chargé de mission dans le réseau. Donc, pour apporter ce genre de réflexion, c'est très intéressant de pousser cette question-là qui va à l'encontre du modèle économique classique d'une sortie avec une opération, une valeur. Merci Camille Picard. Je voulais juste réintervenir puisque on m'a invité plus ou moins à le faire, mais j'avais l'intention de le faire. Les élus, en effet, c'est la clé, mais l'État aussi, les services de l'État qui peuvent aider aussi à orienter, à prioriser, parce que de toute façon, si vous produisez du logement qui fait l'objet d'un agrément, de toute façon, vous passez par les fourches codines de l'État local qui décide si oui ou non on va faire ça. Et je voulais simplement dire que ça se fait beaucoup dans les territoires métropolitains, d'aller chercher des associations comme monsieur, il y a Aurore qui est membre du collectif sur TTU, mais qui, sur des temps intercalaires de mise en place de projets, notamment de projets de démolition, où du coup, le temps qu'on reloge les gens, c'est pertinent de proposer les logements libérés à un usage temporaire à destination des publics les plus fragiles et pour lesquels derrière on va trouver des solutions de logement définitives. Mais c'est des choses qui se font déjà et du coup
redire ce qui a déjà été dit. Rapprochez-vous des bailleurs sociaux qui, eux, de toute façon, sont sur des gestions de patrimoine type foyer en intermédiation locative avec des associations qui gèrent beaucoup mieux l'accompagnement social que nécessitent éventuellement les publics temporaires, etc. Et donc, du coup, ils peuvent vous orienter sur le tissu local d'opérateurs susceptibles de mettre en place cette gestion-là, avec soit du logement modulaire, même si on met quelques semaines à le mettre en place, mais on a compris que ce sera plus, ou dans les logements que les EPF ont en stock et qui sont du coup disponibles immédiatement, modulo quelques considérations de qualité thermique. Voilà qui est dit. On a un petit peu débordé. Nos voisins de l'autre atelier étaient meilleurs élèves que nous. Mais vous voyez, ça fait causer. Alors merci beaucoup à tous les quatre. Bravo à vous.